Bonjour, mon nom est Martin Cardoun, je suis conseiller économique et commercial pour l'AWEX, agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers, actuellement en poste à Buenos Aires, Argentine, au sein de l'ambassade de Belgique. Je vais reprendre ici les présentations approche culturelle du monde des affaires en Argentine que j'ai faites au Grand Chez Luxembourg le 13 juin et à Liège le 27 juin 2017 dans le cadre des Business Days AWEX. L'idée est de vous donner en 25 minutes environ un bref aperçu qui devrait vous permettre de mieux appréhender le marché argentin, saisir plus rapidement les attitudes, les réactions de vos interlocuteurs, lire entre lignes, décrypter leurs réponses. Un exemple, lorsque l'on vous dit « Mira, estás en Argentina », il faut le comprendre comme « Je vous ai bien compris, j'ai bien compris comment les choses fonctionnent dans votre pays et qu'elles devraient fonctionner de la même manière ici, mais ce n'est absolument pas le cas. » Vous voyez donc bien comment 4 mots prononcés par un Argentin peuvent inclure beaucoup d'informations. Toujours faut-il pouvoir l'interpréter. Les points que j'apporte sont plutôt à considérer comme des guidelines et non pas des vérités absolues. L'approche culturelle est évolutive dans le temps et dépend beaucoup du contexte politico-économique. Ceci étant dit, entrons dans le vif du sujet. Intégrer l'histoire. Dans la mesure du possible, il est fondamental d'avoir une connaissance de base de l'histoire politico-économique du pays. On prend malheureusement trop rarement le temps de le faire. Je vais donc tenter de vous en donner un bref descriptif, mais si vous avez le temps et la curiosité, je vous recommande vivement de lire le livre de l'économiste argentin José Luis Espert, La Argentina devorada. Publié cette année-ci, c'est un livre très instructif et très clair. Bon, lorsqu'on pense à l'Argentine, à Buenos Aires, la première image qui vient à l'esprit est bien souvent l'image de l'Argentine prospère, de l'Argentine du début du XXe siècle, quand le pays était une puissance mondiale et attirait le meilleur de ce que l'Europe pouvait offrir. L'architecture de Buenos Aires en est une preuve extraordinaire. Un peu à l'instar de la compagnie maritime belge de l'époque, Red Star Line, qui transportait les migrants à New York et à Buenos Aires. Cette richesse de matières premières, de capitaux, de migration de main-d'œuvre tant qualifiée que non qualifiée, et surtout d'une demande soutenue d'un marché important et en forte croissance, permet le développement rapide d'un tissu industriel dense et diversifié. Cette soudaine richesse donne un sentiment d'autosuffisance et de conviction de pouvoir tout faire et tout inventer sans trop dépendre du reste du monde. Ce sentiment allait mener rapidement aux premiers errements de la politique économique, à commencer par une politique de substitution aux importations, probablement la plus dommageable à long terme. Cette politique sera pratiquée durant plus de 70 ans, entre autres tout au long de la période péroniste. On se trouve donc tout à l'opposé d'une économie basée sur les avantages comparatifs des richesses qui pourtant abondaient en Argentine. Talking about missed opportunities. Le péronisme installa une sorte de partage de pouvoir triangulaire entre l'État, les entreprises vivant et profitant de l'État et les syndicats, favorisant ainsi l'émergence d'une économie du type pendulaire, grow, bust, rise, aboutissant en crise économique majeure en moyenne tous les 10 ans, certaines plus aiguës que d'autres. La dernière étant la faillite de l'État argentin en 2002 et probablement celle dont tout le monde se souvient. Au fil du temps, 3 Argentines se sont développées et coexistent. L'Argentine moderne, exportatrice et compétitive, l'Argentine industrielle, protégée par l'État et peu compétitive, labor intensive, et finalement l'Argentine représentée par ses 30% de pauvreté depuis plus de 70 ans. La crise économique techniquement prévue aux alentours de 2012, et pourtant bien pressentie, n'a pas eu lieu. À la place, il y a eu ce qu'on pourrait considérer comme une crise politique, ou plutôt une rupture politique, la défaite du péronisme, la première véritable défaite depuis la fin de la dictature militaire, et à l'époque la victoire d'Alfonsine, parti de l'UCR, en 1983. Alors il faut savoir que Cambiemos n'est pas un gouvernement libéral,
comme on peut bien le croire. C'est une coalition entre l'UCR, seul parti non péroniste au niveau national et d'orientation plutôt centre-gauche, le Centro Civico et le PRO, le parti du président Macri, étiqueté libéral mais plutôt équivalent au CDU en Allemagne. Cambiemos a très rapidement pris les décisions nécessaires pour éviter une crise économique majeure. Un accord avec les fonds vautours afin de pouvoir à nouveau se financer sur le marché des capitaux internationaux, tant au niveau de l'État que des provinces et que des entreprises argentines. Une dévaluation de 40% de la monnaie afin que le peso argentin cotise à nouveau à sa vraie valeur et par la même occasion faire disparaître le marché parallèle. Passer au taux de change flottant, même si l'État se réserve indirectement une marge de manœuvre assez importante via la Banque centrale, de par l'endettement en devises, en dollars en l'occurrence, de l'État et des provinces. Ils se sont également ouverts à nouveau au commerce international en annulant tout le système des décailles et en aliénant, hormis sur le soja, les taxes à l'exportation de l'agro-industrie. Et enfin, le retour de l'Argentine sur la scène de la diplomatie internationale. Au sommet de Davos en février 2016, 3 mois après son élection, le président Macri était la grande vedette du sommet de Davos. Et en durant l'année, les principaux dirigeants du monde et les puissances économiques se sont rendus en Argentine et où ont accueilli une visite du président Macri. Pour la Belgique, une mission princière est prévue en juin 2018, un peu après tout le monde. Bon, quels sont les challenges de l'État? Les challenges de l'État sont colossaux, mais pas insurmontables. L'Argentine étant bien trop riche pour ne pas pouvoir les affronter. Pas de thérapie de choc cette fois-ci comme dans le passé, mais plutôt une politique de gradualisme afin de préserver une paix sociale. Infrastructure, taxes, logistique. Les 3 axes prioritaires pour regagner la compétitivité indispensable pour la relance du pays. Il faut savoir que l'infrastructure du pays est dans un état très mauvais, pas désastreux mais très mauvais, conséquence de plus de 10 années de non-investissement ou d'investissement erratique. Le taux d'imposition est à un niveau des pays du G20, mais les revenus de l'Argentine sont largement en deçà de ceux du pays G20. Les impôts sont grevés sur les différentes étapes de production des biens et services, et les coûts de production subissent ainsi un effet multiplicateur néfaste et insoutenable. Les coûts logistiques sont démesurés. Un exemple, le transport d'un 20 feet container de Tucumán vers Buenos Aires, plus ou moins 1200 km, coûte plus cher que le transport de Buenos Aires vers un port européen, à plus de 10 000 km. Le transport fluvial, transport le moins cher, est totalement sous-utilisé, hormis la hydrovia, et encore. Le transport ferroviaire cargo a été totalement délaissé suite à une altercation entre le président de l'époque, Menem, on parle des années 90, et les syndicats du chemin de fer. Ceci aboutit au basculement de la logistique du ferroviaire vers le routier. Alors, dans un pays où les distances sont tellement importantes, il ne faut pas être devin pour comprendre l'impact désastreux sur les coûts logistiques. Ça, c'est pour les challenges de l'État. Challenge des entreprises. 70 ans de protectionnisme n'ont pas permis à l'Argentine de développer un tissu industriel compétitif au niveau international. Les industriels doivent impérativement investir massivement et surtout se moderniser rapidement afin de ne pas se laisser importer par une vague inexorable de produits importés de qualité-prix nettement supérieure. Cette modernisation s'accompagnera plus que probablement par de facilités de crédit nationaux impulsées par l'État et les organismes internationaux. Mentality shift. La nouvelle attitude des industries est une illustration majeure du changement de mentalité en cours. Les industriels et entrepreneurs argentins ne demandent plus au gouvernement des dévaluations compétitives et un surcroît de protectionnisme, mais plutôt des décisions structurelles qui augmentent leur productivité et les rendent plus compétitives. Le futur nous dira bien si ce changement tellement important aura été durable. A priori, il y a de quoi être optimiste, modérément, mais optimiste tout de même. Car après tout, on ne se fait pas si rapidement de réflexes de survie sous 70 ans de péronisme.
Bon, quels sont les challenges qui nous concernent en tant que société wallonne? Bon, le nouveau contexte politico-économique nous ouvre un potentiel d'opportunités d'affaires vraiment très important. Mais fatalement, il y a des challenges. Le pays est lointain, il y a peu d'informations pertinentes disponibles, souvent caduques et pas toujours fiables. Le monde des affaires argentin, ayant dû se faire discret durant très longtemps afin de préserver sa survie. L'industrie est déjà très structurée. Il existe un nombre incalculable de chambres sectorielles, fédérations, associations diverses, mais dont le but est surtout de protéger ses membres. Ce sont donc rarement des rôles intéressants et bien souvent plus une force lobbyiste importante pour contrer les produits importés et donc les nouvelles technologies. Bon, il faut savoir aussi que l'Argentine n'est pas une économie émergente, mais bien un pays industriel, commerçant avec le monde depuis plus d'un siècle, contrairement à beaucoup d'autres pays d'Amérique latine. Cette présentation s'adresse plutôt aux exportateurs et non pas tellement aux investisseurs, mais la plupart des points pourraient s'appliquer. Bon, il m'est difficile de ne pas parler des investissements, car pour le gouvernement Macri, l'attraction des investissements étrangers directs en Argentine est un point central. Je vais donc seulement attirer votre attention sur trois points importants. La fiscalité. Nous vous conseillons vivement de travailler avec un excellent fiscaliste, l'Argentine étant un dédale d'imposition à tout niveau. Les ressources humaines. Travailler avec un excellent avocat spécialisé dans le droit du travail. Mesurer le coût du licenciement d'une personne avant de l'engager. Les syndicats. Comprenez bien la structuration des syndicats afin d'évaluer le plus adéquatement possible les entraves qu'ils sont capables de poser. L'Argentine est pour ces trois points très très créative, tant dans la création d'obstacles que dans sa résolution. Alors, est-ce que le gouvernement est conscient du problème? Oui, bien entendu. Prend-il les mesures nécessaires? Oui. Est-ce que cela fonctionne? C'est moins évident, c'est un travail de longue haleine et d'équilibriste, car la problématique est bien profonde. On verra sans doute déjà des résultats plus concrets à partir de 2018. Bon, venons-en maintenant à la partie pratique. Admettons que vous avez une petite connaissance du contexte historique, que vous avez identifié des opportunités d'affaires et que vous décidez de passer à l'action car le marché vous intéresse. Agent, importateur, end-user. La première étape étant généralement la recherche d'un bon agent. Malheureusement, il n'y a pas grand choix, du moins dans le passé et actuellement. Face à une économie relativement peu ouverte, le business d'importateur n'était pas toujours très porteur. De plus, les grandes marques internationales ont leurs importateurs attitrés souvent depuis plusieurs décennies, et les importateurs de leur côté, ayant un volume d'affaires suffisant avec ces marques, les travaillent et ne cherchent pas vraiment de nouvelles opportunités. Comme le marché n'est pas concurrentiel, les marges bénéficiaires sont en général très importantes. Donc on ne voudrait pas les baisser. En plus de cela, pour se lancer en tant qu'importateur, il faut vraiment les reins financièrement solides, car la structure d'imposition des importations n'inclut non seulement les droits d'importation, relativement élevés, il faut préfinancer la TVA comme partout, de 21%. Cette TVA malheureusement n'est pas rapidement remboursée. Et ensuite, il y a des impôts sur le chiffre d'affaires brut, les impôts provinciaux, les taxes sur le bénéfice net, l'impôt pour les statistiques, 0,5% du précif, et oui, ils ont réussi à l'inventer, créativité impositive oblige, et bien souvent une TVA additionnelle pour des raisons diverses. Donc trouver un distributeur est par contre relativement aisé, mais en tant qu'exportateur, ça ne nous intéresse pas tellement, car tant que le produit n'est pas importé, il n'est pas disponible localement. Lorsque l'AWEX participe à des foires commerciales comme Expo Médicale ou encore Oil and Gas, nous sommes toujours très sollicités par des distributeurs, mais ils ne souhaitent pas importer les produits, bien les acheter localement et les distribuer. Bon, bien entendu, depuis les élections de novembre 2015,
le contexte a changé et nous pouvons espérer que petit à petit, il y aura un changement, une concurrence plus accrue et donc plus de choix pour les exportateurs. Local versus hors Argentine. Nous conseillons vivement de travailler avec un agent local en Argentine. L'approche culturelle est bien trop particulière, même pour un latino-américain. Donc travailler le marché argentin à partir du Brésil ou du Chili, ça porte rarement ses fruits. Encore moins si c'est votre filiale US qui gère le continent. Dans ce cas-là, il est bien plus souvent bénéfique de le gérer directement à partir de la Belgique, ou éventuellement une filiale espagnole si vous en avez une. Enfin, le marché est orienté par l'offre et non par la demande. Comme tout marché reste trop souvent longtemps peu intégré dans le commerce international, il est dicté par l'offre et non la demande. Les importateurs établis font donc la loi et sont peu enclins à favoriser la concurrence. Le end-user est donc trop souvent contraint à acheter ce qu'il y a et non pas ce qu'il voudrait. Bon, à nouveau, il est plus que probable, et nous l'espérons, que le panorama soit totalement différent dans un futur proche. Bon, maintenant que vous avez identifié votre agent, ou le distributeur, ou l'end-user, le challenge est de trouver la personne de contact au sein de l'entreprise visée. Comme souvent, plus l'entreprise est importante, moins il est aisé d'obtenir de l'information. Donc, la première démarche est bien sûr envoyer un email. Bon, comme les emails des personnes sont rarement disponibles, vous l'envoyez à ce qu'il y a sur Internet, info@, et vous n'obtenez aucune réponse. Logiquement, on envoie à nouveau le même email à la même adresse, et bien entendu, les chances de réussite n'augmentent absolument pas. Plus probablement, votre email n'est pas arrivé à la personne pertinente, ou la personne, tout simplement, n'est pas du tout intéressée. Bon, sans réponse aux relances d'email, nous conseillons vivement d'appeler la société. Aujourd'hui, les communications via Internet sont quasiment gratuites et donc il n'y a pas vraiment raison de ne pas le faire. Appelez. Ne fût-ce que pour obtenir l'email de la personne en charge du commerce extérieur, le Purchase Manager, Import Manager, Plant Manager, vous serez surpris du taux de réussite de ces démarches. Si l'entreprise est importante, il est plus facile d'appeler en précisant le nom de la personne à qui vous souhaitez vous adresser. C'est vrai qu'a priori, vous ne l'avez pas. Et c'est toujours LinkedIn, ça peut s'avérer être une source bien efficace. Dans un certain nombre de cas ou dans certaines situations, les appels ne suffiront pas. Il n'y a pas le choix, il faut se rendre sur place. Allez sonner. Comme par exemple pour avoir le contact d'un responsable d'un laboratoire au sein d'un grand hôpital. Alors, une fois sur place, vous obtiendrez plus que probablement facilement toutes les informations, y compris le numéro de GSM privé de la personne que vous cherchez. Bon, évidemment, en tant qu'exportateur, vous serez rarement sur place pour faire ce genre de démarche, mais il y a la WEX à Buenos Aires. Donc, dans la mesure du possible, nous le ferons pour vous. Enfin, sachez que l'information est souvent donnée au compte-gouttes. Donc, posez un maximum de questions et partez du principe qu'il n'y a pas de questions triviales. Comme mentionné auparavant, l'économie a dû trop longtemps se mouvoir dans une zone grise où la discrétion était une question de survie. Bon, les leads sont identifiés, les personnes de contact également, vous décidez d'effectuer votre premier voyage de prospection. Bon, on va quand même parler transport rapidement. Les taxis à Buenos Aires sont omniprésents en centre-ville, relativement abordables et confiables. Tous fonctionnent avec taximètre. Toutefois, si vous vous écartez du centre, il est peut-être plus utile de garder le même taxi pour tout l'avant-midi et éventuellement toute la journée. Uber fonctionne. Avec une quatrième étrangère, il n'y a pas trop de problème, mais sachez qu'officiellement, ils ne sont pas autorisés à opérer. La ville de Buenos Aires a légiféré contre Uber et a créé sa propre application. À nouveau, la créativité argentine, même au niveau public. Ils ont créé BA Taxi, Buenos Aires Taxi. Mais attention, si vos contacts se trouvent en dehors de la ville de Buenos Aires, sachez que les taxis de Buenos Aires n'ont pas le droit de quitter la ville. Donc très peu de taxis accepteront la course, au moins que vous leur payiez le retour en ville, ce qui vous coûte donc le double. Dans ce genre de cas, on vous conseille d'utiliser les services de Remises, sur de taxis privés très bien organisés et très fiables. Par contre, il faut les commander. Donc en général,
si vous vous adressez au front desk de l'hôtel, ils possèdent des listes des contacts et ils peuvent s'en charger. Les réunions, contacts, communication. Alors, bien que l'Argentine soit le pays d'Amérique latine où la connaissance d'anglais soit la plus répandue, ça ne signifie absolument pas que tout le monde le parle, ou que faire une réunion en anglais est aussi évident que la faire à Singapour ou aux Pays-Bas. Donc la connaissance de l'espagnol est un atout vraiment important. Il ne vous est pas demandé de le parler couramment, mais simplement de vous débrouiller. Un peu de small talk en espagnol approximatif permet de détendre facilement l'atmosphère. Si par la suite, vous ne vous sentez pas suffisamment à l'aise pour faire la présentation ou la discussion en espagnol, faites-la en anglais. Proposez toutefois à vos interlocuteurs l'option de vous répondre en espagnol. Par contre, pour les brochures, le site internet, on conseille vivement de les avoir en espagnol. Bien souvent, la brochure sera donnée ou consultée par un technicien qui ne sera pas aussi familier avec la langue anglaise. Ponctualité. Bon, contrairement à ce que l'on pourrait croire, les Argentins sont et aiment la ponctualité et feront le nécessaire pour toujours être à temps. Toutefois, le trafic dans la ville de Buenos Aires est totalement imprévisible. Tout le monde connaît la problématique. Donc, si ça se passe, prévenez votre interlocuteur que vous aurez du retard. Il le comprendra parfaitement et verra de même s'il doit se rendre à votre hôtel. Il vous préviendra. Le GSM, donc l'Argentine ne fait pas exception. En Amérique latine, le GSM est omniprésent et souvent mis sur la table dès le début de la réunion pour y garder un œil attentif et donc moins attentif à ce que vous avez à dire. Toutefois, si à la fin de la réunion, il y a un échange de numéro de GSM, cellular en Argentine, c'est souvent un signe positif. Il n'est pas improbable que la suite de la communication ne se fasse au fait plus par email, mais par WhatsApp. Hormis la grande facilité, c'est souvent un canal de communication parallèle qui s'ouvre. Donc si on vous le propose, suivez-le. Gardez toutefois l'usage de l'email pour les points importants. Alors, concernant le contenu, comme dit auparavant, il n'y a pas de question triviale. L'Argentin est plutôt bavard, mais lorsqu'il s'agit d'informations pertinentes, on les obtient bien souvent au compte-gouttes. De plus, la communication par WhatsApp ne favorise pas vraiment la qualité du contenu de la communication. Mais bon, c'est plutôt un problème universel. Le follow-up, le suivi. Bon, l'Argentine est un pays lointain, difficile, qui donne souvent peu de résultats immédiats. Les entreprises ont donc trop souvent tendance à suivre dans le distrait l'évolution du dossier. On vous conseille quand même de maintenir le contact, s'il est possible de temps en temps par téléphone. Vous serez parfois surpris de l'information obtenue via un coup de téléphone de 5 minutes par rapport à la non-réponse au renvoi du même email pour la 3e fois. Vérifiez l'information obtenue. Et pour ce, n'hésitez pas à contacter notre bureau. N'hésitez pas non plus à nous contacter si le lead argentin ne donne plus signe de vie après plusieurs relances par email ou même par téléphone. Nous, c'est-à-dire notre staff argentin, les contacterons pour vous. Il faut savoir que l'information fournie entre Argentins sera toujours plus complète et plus pertinente que celle fournie à un interlocuteur étranger. Visite, dans la mesure du possible, revisitez vos contacts au moins 1 ou 2 fois par an. Il n'y a rien de tel que le face-to-face et encore plus en Amérique latine. Bon, on est bien conscient que ça s'accompagne d'un budget et que ce n'est pas toujours évident. Ne sous-estimez surtout pas la volonté d'aboutir des Argentins. C'est dans leur ADN. L'histoire le montre bien. Les successions de politiques économiques erronées ont contraint la société argentine à être très créative, vu leur obligation de réussir très vite, très bien, pour ne pas se faire attraper par les cycles économiques pendulaires destructeurs. Ce sont un peu des champions du thinking outside the box et souvent dotés d'un sacré culot. S'ils sont vraiment intéressés par ce que vous proposez, le financement n'est jamais vraiment un problème, ni le paiement d'ailleurs. Que ce soit à partir de Miami, Panama, Montevideo, du moins dans le passé, c'était souvent une solution tout à fait standard. Bon, pour conclure,
persévérance et patience. Comme pour tout marché lointain et émergent, il faut la persévérance et la patience. Les points abordés devront, nous l'espérons en tout cas, faut faciliter cette approche. Alors peut-être pour terminer, le Free Trade Agreement qui se négocie entre l'Union européenne et le Mercosur. Les négociations ont commencé en 1995, mais ont été très sérieusement relancées depuis la mi-2010. Le Mercosur, l'Argentine en tête, espère un aboutissement ou un accord lors du sommet de l'OMC qui se tiendra à Buenos Aires début décembre 2017, ou du moins de pouvoir aboutir à un avancement notable. L'accord dépendra surtout de la position des pays européens au fort lobby agricole. Je crois qu'il est inutile de les nommer. Si l'accord aboutit, un tout nouveau panorama d'opportunités d'exportation et d'investissement s'ouvre aux entreprises européennes qui ont vraiment tout à y gagner. On boucle ainsi la boucle en revenant aux avantages comparatifs dont je parlais au début de la présentation. L'histoire nous dira bien qui aura le mieux saisi le concept et ses implications. Ceci termine la présentation de l'approche culturelle. J'insiste sur le fait que ce n'est en rien un vade-mecum, mais plutôt simplement une volonté de notre poste à WEX à Buenos Aires de vous aider au mieux à appréhender ce marché et ce magnifique pays qu'est l'Argentine. Et, un dernier point, les îles Falkland n'existent pas. Ce sont les îles Malouines. Il est inutile de se tirer une balle dans le pied avant de prendre l'avion. Voilà, ceci termine la présentation. Nous nous tenons à votre disposition et au plaisir de vous rencontrer à Buenos Aires. Hasta luego.